Merci Julia Cagé d'être en notre compagnie. Merci. Vous publiez chez Fayard Le prix de la démocratie. Alors le prix de la démocratie, bien sûr, aujourd'hui cette phrase prend un sens particulier. On replonge dans la thématique sécuritaire qui est aussi le prix de la démocratie. Mais c'est d'économie dont il s'agit aujourd'hui avec vous. Votre livre, il est le fruit d'une longue étude sur le financement des partis politiques dans 10 pays. Sur une période de 50 ans, ce qui nous rend tout ouïe sur vos conclusions. Alors, l'ensemble des citoyens, nous tous, vous dites, nous finançons les préférences politiques des plus riches. Alors, comment est-ce possible ? Est-ce que l'injustice sociale, elle commence avec ça, le financement des partis politiques en France ? Oui, elle commence avec ça et en fait, ça se retrouve aujourd'hui dans le mouvement des Gilets jaunes où on a tout un ensemble de citoyens qui se sentent plus du tout représentés. Non seulement ils ne sont pas représentés parce qu'on a un gouvernement qui mène une politique en faveur des plus riches, mais ce qui est assez ironique, c'est que ces citoyens-là, en amont, ont payé finalement pour financer ces préférences politiques des plus riches. Comment ça se fait ? Si vous êtes riche en France aujourd'hui et que vous donnez 7 500 € à un parti politique, vous ne payez en fait que 2 500 €. Et les 5 000 € restants sont à la charge de l'ensemble des Français puisque vous bénéficiez d'une réduction d'impôt. Maintenant, si vous êtes au salaire minimum aujourd'hui en France, alors déjà pour commencer, vous n'allez certainement pas donner 7 500 € à un parti politique parce que ça serait la moitié de votre salaire annuel. Ah oui. Donc imaginons que vous fassiez un effort, vous donnez 300 €. Et dans ce cas-là, vous payez 300 €. Parce que tant pis pour vous, vous avez beau payer énormément d'impôts. Comme il se trouve que vous n'êtes pas imposable au titre de l'impôt sur le revenu, vous ne bénéficiez pas des réductions d'impôts. Et du coup, on a mis en place un système aujourd'hui en France où on dépense chaque année plus de 60 millions d'euros en cadeaux fiscaux pour les dons des seuls plus favorisés aux partis politiques de leur choix. Eh oui, qui sont souvent plutôt libéraux-conservateurs, ça ? Qui sont souvent plutôt libéraux-conservateurs en marche. Ouais. Dans les faits. On va en parler justement. Depuis le décès de Pierre Berger. oui, sans doute que lui pesait beaucoup, non ? Il pesait à hauteur de 7 500 € sans doute dans le financement, du parti socialiste. Alors, il peut donner heureusement qu'on a quand même quelques personnes qui ont un peu d'argent qui donnent aux partis plus à gauche économiquement, mais quand même en moyenne, on voit que ce sont principalement, d'ailleurs dans tous les pays, les partis de droite qui en bénéficient davantage. C'est ce que vous expliquez. Normalement, ça doit être une personne, une voix. Et ici, on est plutôt dans un système 1 euro, une voix. Oui, en fait, c'est ce qu'on pourrait qualifier d'une certaine manière de plutocratie, parce que non seulement ça a un effet, parce qu'on finance en plus ces préférences des plus favorisés, mais l'effet le plus important, c'est que en fait, du coup, on a des hommes politiques qui partent à la chasse aux chèques, ils partent à la chasse aux dons. Donc ça veut dire quoi ? Ils vont faire campagne auprès des plus favorisés. Ils vont faire campagne à Londres, ils vont faire campagne dans les salons parisiens, ils vont faire campagne à New York pour récolter des chèques pour financer leur campagne électorale. Ce qui veut dire qu'en fait, aujourd'hui, les riches ont voix au chapitre et les pauvres n'ont plus voix au chapitre. Et ils se font doublement pénaliser parce que cet argent qui est récolté par les partis politiques, ensuite, il sert pendant les campagnes électorales. Et ce qu'on trouve, c'est qu'en moyenne, plus on dépense pendant une campagne électorale, plus on a de chances de l'emporter au final. Donc finalement, les plus pauvres sont double fois pénalisés et les plus riches ont davantage de voix dans notre plutocratie que les moins favorisés. Mais donc, si le système fait que la gauche, elle aussi, elle doit courir après des financements privés pour faire une grosse campagne, parce qu'une grosse campagne avec de l'argent, ça permet de gagner de l'avance, c'est là qu'est la rupture avec l'électorat populaire. C'est comme ça que ça commence Oui, moi je pense que c'est fondamentalement ce qui permet d'expliquer aujourd'hui l'explosion des populismes et le fait que de plus en plus ces catégories populaires se tournent vers des partis notamment d'extrême droite, parce qu'on a eu une dérive à droite sur les questions économiques des partis traditionnellement de gauche. De ce point de vue-là, il suffit de regarder le cas d'Hillary Clinton aux États-Unis. Je veux dire, le Parti démocrate américain sur les questions économiques ne représente plus les classes populaires. Et si on regardait le programme économique d'Hillary Clinton par rapport au programme économique de Trump, il n'y avait pas beaucoup de différence. Et d'ailleurs, Hillary Clinton, on lui a suffisamment reproché ses discours auprès des grandes banques qui étaient des discours rémunérés dont elle a refusé de publier le contenu. C'est pas propre aux États-Unis. Si on regarde ce qui s'est passé au Royaume-Uni, Tony Blair, qui était censé être le représentant du Parti travailliste, c'est lui qui a libéralisé, flexibilisé énormément au Royaume-Uni. Pareil pour Matteo Renzi en Italie. On a vu ce qui s'est passé ensuite. Et donc en fait, le fait que finalement la gauche, parce que en partie elle va lever de l'argent privé auprès des plus favorisés et abandonner les classes populaires d'un point de vue économique, aujourd'hui ça a des conséquences très graves et ça explique en partie l'explosion des populismes et la montée de l'extrême droite un peu partout en Europe. Quand vous dites ça aux politiques, ils vous répondent quoi ?
Écoutez, pour l'instant, ils m'ont pas beaucoup répondu parce qu'ils sont plutôt dans des querelles et des bisbis pour savoir qui sera le premier parmi les nains pour aller se présenter aux prochaines élections européennes. Mais le jour où on pourra vraiment parler du fond, j'aimerais bien en discuter avec eux. Pour être tout à fait honnête, il y a un problème qui est un problème de système. C'est qu'on permet ça et que finalement, on a laissé se corrompre le jeu politique. Moi, ce que je propose dans le livre en particulier... Parce qu'il y a des solutions, vous avancez. Oui, c'est de commencer par baisser le plafond des dons. Aujourd'hui, on dit 7 500 €. Moi, il y a plein de gens qui m'ont dit, des commentateurs, vous dites 7 500 €, bon, il n'y a pas vraiment de problème d'argent privé en France, parce que tout le monde peut contribuer 7 500 €. ce qui est relativement étonnant, mais en même temps, si on dépense 200 € pour chaque déjeuner au restaurant, pourquoi pas. Donc déjà, il faudrait baisser fortement le plafond des dons. Donc si on avait un plafond à 200 €, personne ne peut donner plus de 200 €. Déjà, on mettrait moins le poids sur un certain nombre de citoyens par rapport à la majorité des citoyens. Puis Philippe Poutou, il pourrait avoir un peu d'argent aussi, par exemple. Et Philippe Poutou pourrait avoir un peu d'argent, mais moi, ce que je pense surtout, c'est qu'il faudrait qu'il y ait beaucoup d'argent public pour qu'il n'y ait pas d'argent. Et comment ? Privé. Via la feuille d'impôt, vous proposez quelque chose ? Oui, je propose les bons pour l'égalité démocratique. Donc c'est quoi les bons pour l'égalité démocratique ? C'est qu'on prend toutes les sommes qui sont consacrées aujourd'hui au financement de la démocratie, notamment les réductions fiscales. Donc on met fin à ces réductions d'impôts qui ne bénéficient qu'aux plus favorisés et on alloue le même montant à chaque citoyen indépendamment de ses revenus. Donc les bons pour l'égalité démocratique, c'est 7 € pour chaque citoyen. Qu'est-ce que vous faites ? Vous déclarez vos revenus. Et une fois que vous avez déclaré vos revenus, vous avez une seconde étape où vous indiquez au gouvernement, à l'État, le mouvement politique de votre choix auquel vous souhaitez voir allouer vos 7 € vous cochez. D'argent public. Ça a deux avantages par rapport au système actuel. Un, c'est égalitaire. Donc c'est le même euro pour tous les Français. Et là, ça revient un peu vers ce qui devrait être la définition de la démocratie. Une personne égale une voix. Et deuxièmement, c'est dynamique, parce qu'il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, le système de financement public de la démocratie en France est figé par intervalle de 5 ans, puisque ce que vous touchez comme financement public, ça dépend de vos résultats aux dernières élections législatives. Ça veut dire quoi concrètement ? Que plus ou moins pour pouvoir participer aux prochaines élections, il faut mieux avoir gagné les précédentes, sauf si vous êtes en marche et que vous êtes capable de lever suffisamment d'argent privé. Mais si vous êtes les Gilets jaunes, par exemple, et que vous voulez créer un parti politique, vous n'aurez aucun financement public dans le système actuel en France avant 2022. Donc vous avez le temps de mourir 3 fois. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé à Nuit debout. Donc en fait, il faut dynamiser ce système et ça, les bons pour l'égalité démocratique le permettent puisque ça annualise le financement public de la démocratie. Voilà, c'est le constat et les solutions avancées par Julia Cagé dans Le Prix de la démocratie, paru chez Fayard. Et bon, avec tout ça, il a fait 6%. Alors on comprend pas parce qu'on trouve vos idées sont bonnes et puis bon, voilà. Je sais pas, de qui vous parlez ? Faudrait voir le ratio 6%. Combien d'euros ? Voilà. Puisqu'on parle de cash. Il y en a une qui suit. Heureusement, Julia Cagé met un terme à ce débat. Oui, c'est vrai. Julia Cagé, le prix de la démocratie avec vous. Eh bien, nous avons trouvé des sujets, 3 sujets qui traitent de tout cela, bien sûr. Alors, qui a financé la campagne d'Emmanuel Macron ? Question intéressante, puisque c'est un tout nouveau parti et que donc, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, les financements publics, ils arrivent quand on a été élu. Donc comment fait-on ? Et justement, la commission des comptes de campagne a enfin fini d'analyser les 74 000 dons reçus par En Marche pendant la campagne. Alors, il y a la finance londonienne, c'est le JDD qui le dit, donc c'est vous dire. La finance londonienne, la City, a donné plus d'argent que les 9 plus grandes villes de province françaises réunies. Les dons à En Marche, c'est essentiellement Paris, Londres, et tout ça loin derrière aussi, il y a les grandes villes. C'est très 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 urbain. On passe à la proposition de loi du député socio-gauche. Merci, Monsieur le Président. Notre proposition de loi vise à régulariser les comptes de campagne pour que les hommes, comme ceux de l'UMD, arrêtent de jouer avec l'argent des Français. En arrêtant de se payer des prostituées. Ou alors qu'ils invitent les copains. C'est le Palma Show. Alors donc, c'est donc le dimanche 2 décembre que le JDD a publié une cartographie des dons à En Marche pour qu'on comprenne comment le parti s'est financé. Alors il y a beaucoup Londres qui a rassemblé 800 000 €. Il y a New York bien sûr et il y a Beyrouth. Il y a 18 dons qui viennent du Liban pour 105 000 €. C'est plus, c'est plus que les sommes versées par les Toulousains et les Rennais réunis. Alors on a expliqué tout à l'heure
que pour les Français les plus riches qui donnaient de l'argent à des partis, il y avait une déduction fiscale qui était financée par nous, par les concitoyens. Les dons qui viennent de l'étranger, Julia Cagé, alors ça nous arrange alors? Il y a quoi? Il n'y a pas de défiscalisation? C'est pas nous qui payons? Finalement que la City donne du blé, New York, Beyrouth, nous ça... On est content là alors? Oui, au moins c'est pas nous qui payons directement, mais en même temps, je vais pas faire une annonce sur votre prochaine actualité, mais à l'arrivée, quand ensuite les sénateurs macronistes votent l'exit tax, on peut se dire qu'on paie très indirectement. Ça vient de là. On va y revenir tout à l'heure, ce sera le deuxième sujet. Alors, on dit c'est un nouveau parti, donc il pouvait pas toucher d'argent public au départ. Mais Emmanuel Macron dit chez moi, on ne vit pas du contribuable quand il a lancé son parti. Vous nous avez expliqué en début d'émission que non, c'est faux, il y a une déduction fiscale, etc. Mais aussi un nouveau parti, il est quand même obligé de faire des efforts, plus que d'efforts que les autres pour aller chercher des fonds privés. J'essaye de me faire un peu l'avocat de Macron, c'est compris. Oui, mais non, mais attendez, il y a d'autres candidats dans d'autres pays qui ont fait campagne différemment pour aller chercher des dons privés. Par exemple, Bernie Sanders aux États-Unis, quand lui est allé chercher des dons privés, il a dit je refuserai tous les dons au-dessus de $200. Et Bernie Sanders a levé quasiment autant d'argent qu'Hillary Clinton aux États-Unis qu'avec des petits dons en dessous de $200, puisqu'il est allé parler à l'ensemble des Américains et qu'il avait des mesures politiques pour l'ensemble des Américains. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est pas qu'il ait eu de l'argent privé, c'est vrai que de toute façon, il n'avait pas le droit au financement public. C'est la nature de ses dons. Et ces dons, ce sont quasiment que des dons en plafond. Donc que des dons à hauteur de 7 500 €. D'ailleurs, on regarde, il y avait dans les Macron Leaks, dans les échanges de mails, on voit les plans de table. Donc il y a les plans de table, le dîner à Londres. Ah, ce dîner-là, ça va être 200 000 €. Tel dîner, ça va être 250 000 €. Donc il a organisé ses soirées en fonction de la valeur de la table. La chaise à table étant de 7 500 €. Donc là, 200 €, c'est même pas le prix du café. Et à l'arrivée, c'est comme ça qu'il s'est financé. Et le problème, c'est que ça a des vraies conséquences. Parce que quand vous faites tous vos dîners de levée de fonds auprès des banquiers, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, écoutez, monsieur Macron, il y a une urgence en France, je vous assure, c'est de supprimer l'impôt sur la fortune. Et une fois élu président, faites quoi? Bah, écoutez, vous allez direct à l'urgence. Vous êtes un peu vous supprimez l'impôt sur la fortune. Et dans l'intervalle, vous avez oublié que quand même 5 € sur les APL, c'est pas cool pour la plupart des Français. Et pour terminer sur ce sujet, cette cartographie finalement des dons, elle nous montre que c'est très 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 urbain. Et donc on comprend aujourd'hui la crise, elle est tout à fait mécanique et logique. C'est-à-dire que si c'est les grandes villes de province, là on voit les principales villes, c'est Lyon, Nice, Lille, Nantes, plus les Français exilés. Elle est là la grosse fracture de départ en fait. Oui, c'est très urbain, puis c'est quand même une fracture de classe, parce qu'à l'arrivée en région parisienne, donc pour la région parisienne, il n'y a pas que des Parisiens qui vivent autour de la place de l'Étoile. Paris est proche banlieue, c'est 7,4 millions d'euros. Donc à l'arrivée, c'est quand même une fracture qui est une fracture en termes de plus riches versus les plus pauvres. C'est pas, encore une fois, c'est pas quelque chose qui a été propre à Macron, c'est quelque chose qui a été exacerbé par Macron. Si vous regardez en France aujourd'hui, en moyenne, il y a moins de 1% des Français qui donnent chaque année à un parti politique. Parmi les 0,01% des Français les plus riches, il y en a 10%. Donc c'est déjà un phénomène qui existait avant Macron. Ce sont majoritairement les plus riches qui contribuent à la vie politique. Et là, Macron, il l'a exacerbé, il l'a poussé à sa limite. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ça a de vraies conséquences. Parce qu'en fait, quand il y a ensuite des demandes de la part des plus modestes, il n'arrive pas à y répondre. Et il manque profondément d'empathie, il manque de connaissance de la réalité des Français. Le problème, c'est que derrière, il a une Assemblée nationale à son image qui n'est pas représentative. Il a un gouvernement à son image qui n'est pas représentatif. Et ça crée une vraie déconnexion avec la réalité des Français. Donc on le dit aux Gilets jaunes qui nous écoutent, donnez de l'argent à Emmanuel Macron. Comme ça, voilà, il va vous conseiller. C'est des petits trucs qu'on En donne tout cas, il est déjà 17h31 à Sapé en Chartreuse, dans l'Isère. 1000 habitants, dont 4 ont donné 7 500 €. C'est une station de ski huppée où la bourgeoisie grenobloise... c'est le JDD qui le dit, c'est le JDD. Et ça s'appelle Sapé en Chartreuse. Et ça paie bien, visiblement. C'est rigolo quand même. Ah oui, moi j'adore, parce que comme ça, quand j'enseigne l'économie, il y a au moins tout un domaine de l'économie que je peux détruire en cours. Je regarde mes étudiants avec les yeux grands ouverts, je dis, mais quand même, on est à Sciences Po. Je fais, bah oui, mais bon, quand même, à Sciences Po, ça fait du bien d'avoir des économistes qui sont un peu à gauche. Julia Cagé avec nous, qui publie chez Fayard le prix de la démocratie. Et lundi soir, pendant que le président propose d'augmenter le SMIC pour rendre sa politique un petit peu plus sociale, au Sénat, les élus, mais quelques dizaines de minutes avant, viennent de voter la réduction des taxes pour les Français exilés. C'est l'exit tax sur les actions qu'ils détiennent donc à l'étranger. Cet impôt est allégé. Allégé comme le yaourt. Des discours politiques quand il s'agit de mettre au pot. Oui, il y a un jeu de mots. Ouais, c'est bon.
T'as pensé à payer ta taxe foncière, taxe immobilière, taxe professionnelle, taxe sur le personnel, taxe d'apprentissage, taxe si t'es pas sage, taxe sur tout ce qui bouge, sur tes clopes et sur ton rouge, sur tes cachets d'aspirine, sur ta vodka et sur ton jean. Majoration relevée, vignettes et timbres fiscaux, carte grise et assurance auto. Droit d'immatriculation, PV, crash, essence, péage, héritage, partage, mariage, concubinage, on est là à tous les étages. Ce tube, C'est l'hymne des Gilets jaunes. ce tube des inconnus qu'on adore réécouter en fait. On a envie de réécouter en entier. Là. Ah bah Dès c'est ce que j'ai fait ce arrivé, matin, tout je vous de dirais. suite, Exactement. Alors Julia Cagesi, le Sénat, c'est-à-dire ils savent que Emmanuel Macron va faire une allocution où il doit prendre ce qu'il appelle lui un virage social, bon, un petit virage. Petit virage, ouais. Il a peut-être fait un demi-tour social, puis après il a refait un demi-tour. Et comme c'est limité à 80, il avance pas vite. Quoi. C'est ça, on a l'image. Et là, juste avant, le Sénat entérine cet allègement de ce qu'on appelle l'exit tax. Est-ce que si le Sénat était plus panaché dans les catégories sociales ou géographiques, est-ce que ce serait arrivé? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un... Enfin, il se serait pas dit, mais attendez les gars, stop, t'en mort. On peut pas faire ça. Mauvais timing. Ouais. Non, mais c'est ça qui est vraiment horrible d'une certaine manière dans ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire non seulement le Sénat, mais l'Assemblée nationale aujourd'hui en France sont plus du tout à l'image de la population française. Alors c'est pas encore une fois c'est pas nouveau, mais ça a jamais été à tel point. Aujourd'hui à l'Assemblée nationale en France, il y a exactement 0 député ouvrier. En fait, officiellement sur le site de l'Assemblée nationale, il y en a un. C'est Jean Lassalle. Moi, personnellement, je le considère plutôt comme un professionnel de la politique. Et il y a moins de 3% de députés employés. Et ça a un effet très fort sur les mesures qu'ils prennent et qu'ils mettent en œuvre. Et notamment, ils considèrent à nouveau qu'une des priorités aujourd'hui en France, c'est de supprimer l'exit tax. Il faut quand même savoir que cette exit tax, en France, elle avait été introduite par Nicolas Sarkozy, qui n'est pas non plus le premier des gauchistes. Et apparemment, Nicolas Sarkozy était vendredi avec Emmanuel Macron, puisqu'il lui aurait écrit en partie, d'après Le Monde, le discours de lundi. Donc moi, je suis pas sûre qu'il lui ait dit en même temps de défiscalise les heures supplémentaires. Écoute, supprime la taxe que j'ai introduite en 2011. Cette taxe, quand même, elle visait à limiter l'évasion fiscale, c'est-à-dire à limiter les départs à l'étranger des plus riches, parce que c'est une manière de taxer davantage les gens qui vont s'exiler. Et même ça, finalement, on y met fin aujourd'hui, et c'est relativement tragique, c'est tragique-comique. Je sais pas, tout à l'heure, moi, je pensais à En attendant Macron. C'est du Beckett, quoi, ce qui est en train de se passer en France aujourd'hui. Plusieurs actes des Gilets jaunes de la chronique de Thomas VDB tout à l'heure. Et vous proposez une solution, l'Assemblée mixte. Est-ce que vous pouvez nous résumer? Oui, alors du coup, moi, ce que je propose dans le livre, c'est quelque chose qui, d'une certaine manière, peut être comparé à ce qu'on a fait avec la parité entre les hommes et les femmes. On s'est dit en France que si on faisait rien pour imposer une dose de parité entre les hommes et les femmes à l'Assemblée nationale, on n'aurait jamais suffisamment de députés femmes à l'Assemblée nationale. Bon, on l'a fait un peu à l'Assemblée, on l'a fait pour les régionales avec des listes qui sont des listes Shabada. Un candidat homme, un candidat femme, etc. Et je dis, il faut faire pareil en termes de parité sociale. C'est-à-dire qu'il faut obliger aujourd'hui les partis politiques à présenter des listes qui soient mixtes socialement. Donc l'Assemblée mixte, c'est quoi? Comment on Très fait simplement, je dis, pour aujourd'hui, sur l'Assemblée nationale française, pour 2/3 des sièges, on conserve les modalités de l'élection actuelle. Et pour 1/3, on fait une élection à la proportionnelle, au niveau national, avec des listes qui sont mixtes socialement. C'est-à-dire au moins une moitié d'ouvriers et d'employés sur les listes, pour garantir une certaine dose de représentativité à l'Assemblée nationale. Ça me paraît vraiment une urgence. C'est-à-dire que si on n'utilise pas aujourd'hui les outils de l'état de droit pour redonner une représentativité aux catégories populaires, qu'est-ce qu'on va avoir? Aujourd'hui, les gens sont inquiets et disent oui, mais les gilets jaunes, ça va jamais finir, il va y avoir une révolution. Mais parce qu'on a des gens aujourd'hui qui sentent que la seule solution pour se faire entendre, c'est de bordéliser. C'est de bordéliser, c'est de mettre un gilet pour avoir de la visibilité. Ce poids-là, il faut leur donner à l'Assemblée nationale, et ça rétablira aussi un lien de confiance entre les Français, les citoyens et leurs représentants politiques. Et vous proposez donc des idées structurelles. Julia Cagé, avec nous, ce dernier sujet, car c'est la fin des grandes transhumances dans les médias. Beaucoup ont déménagé ces derniers mois pour se regrouper dans l'immeuble de leur patron. Par exemple, le patron de SFR pour l'IB et BFM, chez Bayard pour RTL qui se rapproche de M6, Lagardère où cohabitent le JDD, Europe 1, RFM. Ils ont quitté leur bureau historique du centre de Paris. Et qui s'installe à leur place là-bas? Facebook ou Twitter, les géants du net bien sûr. Alors ils en pensent quoi les journalistes à l'IB de leur nouvel endroit? Regarde, qu'est-ce qui te saute la première fois que tu vois ça? La première chose qui te saute aux yeux. Les briques. C'est les briques rouges. Et le rouge, c'est la couleur de quoi?
Le rouge, c'est la couleur du sang, le rouge, c'est la couleur des Indiens. C'est la couleur de la violence. Hein? Alors que le fléau de notre société, et tout le monde s'accorde à le dire, est la violence, ils vont te foutre des briques rouges. Mais le rouge, c'est aussi la couleur du vin, mon vieux. Le vin qui dit vin, dit pot de vin. Ouais. Parce que tout ça, c'est magouille et compagnie, c'est politico, je ne sais pas tout quoi, mais tu vois, c'est des histoires de fric. Déjà, ça me désole, hein. C'est arrivé près de chez vous, le film de Rémi Belvaux, Benoît Poelvoorde et André Monzel. Alors, c'est un sujet que vous abordez dans le prix de la démocratie, cette concentration des médias. Ça avait fait l'objet d'un précédent ouvrage, Sauver les médias, capitalisme, financement participatif et démocratie, qui était paru au Seuil. Alors, mais quel prix donc ça représente pour nous, cette concentration? Déjà, pour commencer, j'ai pas intitulé mon nouveau livre Sauver la démocratie, parce que vu le succès du précédent, étant donné que la situation s'est complètement dégradée dans les médias français, je me suis dit que c'était mal barré sinon pour notre système actuel. Non, ça représente plus sérieusement un prix extrêmement important. À la limite, les locaux, c'est symbolique. Même si quand même derrière le fait de déménager, il y a la volonté de faire des plus-values immobilières. Donc ça quand même ça témoigne d'une crise grave. Et là, la concentration, dans le domaine des médias. Elle est visuelle, ça y est. Non, mais non seulement elle est visuelle, mais si vous prenez le cas d'un journal comme Libération, il y a aussi eu des coupes, et alors à l'Express, c'est encore pire, extrêmement fortes dans la taille des rédactions. Et ça, derrière, vous aviez des journalistes qui faisaient du super boulot et qui sont plus là pour faire ce super boulot-là. Et du coup, ça a un coût pour notre démocratie, parce que ça veut dire que comme citoyen, on est moins bien informé. Et je trouve quand même c'est important d'aborder ce sujet maintenant, là, en pleine crise des Gilets jaunes, où malheureusement, souvent, les journalistes sont pris comme cible parce qu'ils traitent très mal de l'actualité, parce qu'ils seraient biaisés, parce qu'ils seraient favorisés. En fait, aujourd'hui, quand même, dans l'ensemble, la profession de journaliste est une profession qui souffre beaucoup. On a des journalistes qui sont précarisés, on a des journalistes qui perdent leur job, on a des journalistes qui sont de plus en plus dans des conditions de travail qui sont extrêmement difficiles. Et moi, je pense qu'il faut quand même essayer de rétablir un lien de confiance entre les citoyens et les journalistes. Il faut quand même que les citoyens aient conscience de ça. On va pas pleurer pour les journalistes, mais c'est quand même une profession qui se porte pas bien et qu'il faudrait soutenir collectivement, parce que quand les médias vont mal, c'est la démocratie tout entière qui va pas très bien. Et là aussi, vous avez une solution. Et là aussi, parce que j'ai une solution. Critiquer, c'est bien, mais il faut avoir des idées, et vous en proposez une. Oui, c'est ce que j'avais appelé la société de médias à but non lucratif. C'est quoi la société de médias à but non lucratif ? C'est l'idée de faire de l'information de qualité sans vouloir en faire de l'argent. Alors, c'est pas exactement France Inter, mais ça correspondrait assez bien au service public, puisque l'idée, c'est de voir l'information comme un bien public, donc pas comme une marchandise qu'on veut vendre derrière. Donc c'est permettre en fait aux médias qui le souhaitent de prendre le statut de fondation. Il y a un certain nombre de médias qui se battent pour ça depuis plusieurs années, par exemple Mediapart. Et en fait aujourd'hui en France, c'est extrêmement difficile pour un média de devenir une fondation. Moi je pense qu'il faut ouvrir ce statut et il faut non seulement permettre aux médias de prendre le statut de fondation, mais il faut plus de démocratie aussi à l'intérieur des médias. Et aujourd'hui on a des milliardaires qui financent, qui décident. Non, il faut aussi donner des voix aux lecteurs, il faut donner des voix aux citoyens et donc avoir des conseils d'administration beaucoup plus participatifs. Et là, si je peux faire un moment pub, il y a un nouveau média qui s'appelle Disclose qui vient de se lancer et qui fait ça en fait, qui va proposer du journalisme d'investigation, pas pour le vendre, puisqu'ils vont faire des enquêtes pour les donner à d'autres médias. Et ça peut être financé par quoi ? Par de l'argent public, par des dons. Et si on regarde leur structure de décision, vous avez des journalistes, vous avez des experts, mais certainement pas ceux qui font des dons. Disclose, ça s'appelle. Très bien, on va suivre tout ça, Julia Cagé. On va vous proposer un rôle.